Donc, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce webinaire intitulé D'isocyanate, êtes-vous concerné par la nouvelle obligation réglementaire? Donc, ce webinaire est prévu pour une durée d'une heure environ avec 45 minutes de présentation qui seront suivies de 15 minutes dédiées à vos questions. Donc, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre QR. N'utilisez pas la fenêtre chat discussion parce qu'elle est désactivée. Et donc, vous pourrez poser donc, les questions dans la fenêtre QR et on répondra à vos questions en fin de webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui est donc organisé par le réseau Présence PACA Corse qui regroupe les 16 services de prévention et de santé au travail des régions PACA et Corse. Vous pouvez retrouver toutes leurs coordonnées sur notre site internet présence-pacacorse.org dans la rubrique Le réseau. Et le webinaire d'aujourd'hui a été co-construit par les services AISMT 13, AIST 84 et AMETRA 06. Donc, je vais laisser nos intervenants se présenter. Alors bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc je suis Laurent Marzial, donc ingénieur en prévention chimie à l'ISMT 13. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui avec mes collègues de vous accompagner sur ce webinaire sur les disocyanates. Bonjour, Cosmin Patrașcu, ingénieur chimiste à l'AMETRA 06 dans les Alpes-Maritimes. Et Malika Gira, toxicologue à l'AIST 84. Je suis basée à Avignon. Merci. Et donc, moi, je suis Cécile Cioni, chargée de communication pour le réseau Présence PACA Corse. Et aujourd'hui, je serai en charge de l'animation technique pour vous accompagner sur ce webinaire. Alors, pourquoi avons-nous organisé ce webinaire? Donc, avant tout, c'est pour pouvoir vous informer sur la nouvelle réglementation qui est liée à la manipulation de produits chimiques qui contiennent des disocyanates et également vous expliquer comment votre service de prévention et de santé au travail peut vous accompagner dans cette nouvelle réglementation. Alors, au niveau du webinaire, nous avons 7 grandes parties avec une première partie de définition pour vous expliquer exactement ce que sont les disocyanates. Ensuite, nous aurons une partie réglementaire avant de passer à un point sur les effets sur la santé de ces produits. Nous verrons où est-ce que l'on trouve ces produits et comment on peut les identifier avant de passer à une partie cas pratique pour vous expliquer quels sont les moyens et les mesures de prévention que l'on peut mettre en place. Et nous terminerons par une dernière partie pour vous expliquer comment votre service de prévention et de santé au travail peut vous accompagner. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Cosmin Patrașcu. Merci. Vous allez découvrir les prochaines minutes ce qui se cache derrière ce terme un peu barbare d'isocyanate. Euh, Tout simplement, les diisocyanates sont des substances chimiques, comme l'éthanol, comme l'acétone. C'est une autre substance chimique, d'isocyanate. Vous les retrouvez principalement dans les polymères et plus spécifiquement dans les polymères ou les résines polyuréthane ou appelées simplement PU. Et ce qui les caractérise, ces substances chimiques, c'est qu'ils ont dans leur formulation une fonction isocyanate qui est dessinée ici à l'écran, la fonction NCO, azote, carbone, oxygène avec double liaison. Et cette fonction s'appelle isocyanate. Et tout simplement, les diisocyanates, c'est des substances chimiques qui ont deux de ces fonctions. Et vous avez en bas un dessin d'une molécule, pas besoin de la retenir, où on voit bien les deux fonctions azote, carbone, oxygène, deux fois. Donc c'est un diisocyanate. Voilà ce que sont ces substances. Pour les passionnés de la chimie, qui se posent la question comment on retrouve les diisocyanates dans les polyuréthanes. Vous avez ici à l'écran le dessin d'un polyuréthane. Bah, lui aussi, il a une fonction qui le définit, la fonction uréthane, qui est azote, carbone, double liaison oxygène, NCOO. Et donc, un polymère ou une résine polyuréthane a plusieurs fois cette fonction qui est dessinée en bas en bleu et qui donne le nom hein, aux résines PU ou aux résines polyuréthane. Et pour obtenir hein, ces fameux polyuréthanes, qui sont très utilisés à cause de leurs propriétés chimiques, physiques,
Bah, on a besoin de ces diisocyanate et vous avez ici le dessin d'une substance, hein, un diisocyanate, où vous reconnaissez déjà les deux fonctions isocyanate, hein, NCO, et qui réagit avec un polyalcool pour donner le polyuréthane. Voilà toute l'histoire de cette substance et pourquoi on l'utilise. Euh, pour aller plus loin, vous avez ici les diisocyanates les plus utilisés dans l'industrie, donc ceux dont vous avez les plus grandes chances de les rencontrer. Leur abréviation, c'est MDI, TDI, HDI, HMDI, IPDI. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces abréviations? C'est des substances chimiques, hein. Le plus utilisé, c'est le 4,4 méthylène diphényl disocyanate. Le TDI, c'est le M toluidine disocyanate. Le HDI, c'est le hexaméthylène disocyanate, et ainsi de suite. Le principal à retenir, c'est le MDI. Et toujours pour ceux qui sont passionnés de la chimie, vous avez la formule chimique, celle que vous avez déjà vue maintenant plusieurs fois du MDI, hein, c'est celle qui est représentée en haut. Et en bas, c'est le TDI, c'est le deuxième diisocyanate le plus utilisé avec sa formule chimique. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'ils ont des très hauts poids moléculaires, hein, 250 grammes par mol ou 176 grammes par mol. Ce qui font que ce sont des molécules qui sont très peu volatiles, avec des températures d'ébullition de l'ordre de 250-300 degrés. Ce qui veut dire qu'en utilisation normale, on aura peu de chances de les retrouver dans l'atmosphère. Mais si le processus fait que la température augmente ou que des aérosols sont créés, je peux quand même les retrouver dans l'atmosphère, même si à la base, c'est des molécules qui sont très peu volatiles. Je vais passer maintenant la parole à ma collègue pour la partie réglementation. Merci, Cosmine. Donc, au niveau réglementaire, ouais, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation à partir du 24 août 2023, cette réglementation découle du règlement européen REACH et notamment de l'annexe 17 qui décrit les restrictions d'emploi de ces diisocyanates. Dans cette réglementation, on a donc une formation obligatoire pour toute utilisation de produits contenant plus de 0,1% de diisocyanate. Cette formation, elle est à renouveler tous les 5 ans et elle doit être faite par une personne compétente en santé et sécurité au travail. De plus, les industriels devront apposer sur l'emballage l'obligation de formation aux diisocyanate. Donc, vous aurez donc sur l'emballage l'exigence de formation. Un petit rappel aussi pour les valeurs limites d'exposition professionnelle, donc qui sont des concentrations des substances dans l'air. Donc, ce sont des valeurs réglementaires et des valeurs à ne pas dépasser. Donc, on vous a pris l'exemple du TDI, le disocyanate de toluène, dont les valeurs aujourd'hui, la VLEP sur 8 heures, elle est de 80 microgrammes par mètre cube. Mais il y a une proposition de la Commission européenne pour 2028 d'abaisser cette valeur à 6 microgrammes par mètre cube, donc une grosse baisse. Et pour la valeur limite d'exposition professionnelle à court terme, donc sur 15 minutes, aujourd'hui de 160 microgrammes par mètre cube, elle va passer à 12 microgrammes par mètre cube. Voilà, je vais vous expliquer sur le diagramme suivant. Voilà, on a ces concentrations de TDI qui ont été mesurées sur 20 ans. Donc, quand on regarde le graphique, si on s'en tient à la valeur d'aujourd'hui de VLEP sur 8 heures qui est de 80 microgrammes par mètre cube, les valeurs sont largement en dessous. Mais à partir de 2028, cette valeur va passer à 6 microgrammes par mètre cube. Et là, on voit qu'on a pratiquement, on va dire, 50% des valeurs qui sont au-dessus, qui vont être au-dessus de cette valeur. Donc, il va être falloir vigilant à ce que l'on soit en dessous de cette valeur-là. Je vais passer la parole à Laurent qui va vous expliquer donc les effets sur la santé. Alors, concernant les effets sur la santé, donc sur cette diapo, on peut voir justement un exemple d'étiquetage d'une substance chimique, donc ici le MDI. Donc on voit que au point de vue européen, il est classé H317, donc peut provoquer une allergie cutanée.
On voit aussi qu'il peut être classé H334, peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Et en plus de ça, on voit aussi qu'il est coté donc H351, c'est-à-dire susceptible de provoquer le cancer. Donc nous allons revenir par la suite justement aux mentions de danger H317 et H334. Donc sur la diapo suivante, ce qu'on peut voir de ces deux, deux images justement, donc on constate sur cette diapositive que la dangerosité et l'exposition des salariés aux diisocyanate est en lien avec la phase de travail. Donc ici, on voit que l'exposition est préoccupante lors des phases d'application du produit, c'est-à-dire lors de la phase de pulvérisation, car cela met en suspension dans l'air les particules sous forme d'aérosol ou on peut parler aussi d'application manuelle, et plus du tout préoccupante, voire faiblement préoccupante, lorsque le diisocyanate est complètement polymérisé. Donc quand je parle de complètement polymérisé, donc ça veut dire que ça signifie justement que la substance a entièrement réagi avec une autre substance réactive pour former donc un polymère qui est stable, comme par exemple le polyuréthane qu'on a vu précédemment. En termes de danger, cela implique donc l'absence de diisocyanate libre, car les diisocyanates sont dangereux sous leur forme monomérique, car ils sont hautement réactifs et peuvent provoquer des irritations respiratoires cutanées et des sensibilisations graves, voire des asthmes et dermatites allergiques. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les diisocyanates polymérisés, donc ça représente des structures qui sont solides, plutôt stables et ils peuvent reposer, on va dire, problématiques en termes de santé en cas de dégradation thermique, c'est-à-dire tout ce qui est chauffage excessif ou la combustion. Sur la diapo suivante, donc justement, ce qu'on voit, c'est que les diisocyanates sont considérés comme des irritants puissants de la peau et des muqueuses. On retrouve bien entendu que les diisocyanates sont également de puissants sensibilisants cutanés. Donc, on va retrouver la mention de danger ici, H317, et sensibilisant respiratoire, H334. Donc, et il constitue justement l'une des principales causes d'asthme professionnel en France. Ce qu'il faut savoir justement, c'est que les isocyanates, d'une manière générale, constituent en France la deuxième cause d'asthme professionnel après la farine. Ils représentent environ 17% des causes d'asthme professionnel. Point de vue santé aussi, ce qu'on peut observer, c'est des inflammations au niveau des yeux et des paupières. Donc, on pourra retrouver tout ce qui est larmoiement, picotement, conjonctivite. On va aussi potentiellement retrouver tout ce qui peut être des symptômes d'inflammation du nez et de la gorge, donc des toux, de la brûlure de la gorge, picotement du nez, syndrome bronchique et pneumopathie, donc toux, persistance, glaire, essoufflement. On va retrouver aussi principalement tout ce qui est lié aux crises d'asthme, donc immédiatement en contact avec un produit ou en différé jusqu'à 12 heures après exposition professionnelle. Et on va en retrouver aussi la partie tout ce qui est eczéma des mains et les avant-bras, surtout notamment pour tout ce qui est les résides bicomposantes, donc correspond généralement au mariage ou l'assemblage d'une base résineuse, donc les résines époxy, avec un durcisseur. Et voilà. Par la suite, donc aussi en termes de maladies professionnelles reconnues, donc on va tout ce qui est les affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques, on va le retrouver dans le tableau des maladies professionnelles du régime général 62. Donc, on va retrouver ici tout ce qui est affection professionnelle provoquée par les isocyanates, donc du type blépharoconjonctivite. Donc, c'est une inflammation simultanée donc des paupières et de la conjonctive. Les rhinites, syndrome bronchique, de l'eczéma, de l'asthme, de la pneumopathie interstitielle. Donc, c'est une maladie pulmonaire qui affecte principalement le tissu qui entoure les alvéoles et les vaisseaux sanguins des poumons, ce qui entraîne une inflammation et qui peut entraîner justement tout ce qui est une pneumopathie d'hypersensibilité. Donc, ça peut envoyer vers potentiellement une fibrose pulmonaire. Donc, voilà. Les travaux, justement, tout ce qui est travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques, on va le retrouver notamment dans tout ce qui est la fabrication et l'application de vernis, de lacs et de polyuréthane, fabrication de fibres synthétiques, préparation des mousses polyuréthane et application de ces mousses à l'état liquide, fabrication et utilisation des colles à base de polyuréthane et fabrication et manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques. En termes de donc, cette affection professionnelle, donc, il y a un délai de prise en charge qui est à partir de 3 jours, donc
tout ce qui est lié à l'infection oculaire grave. L'asthme, ce qu'il faut savoir, c'est on recense environ 3000 nouveaux cas annuels en Europe. Donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée, donc les disocyanates, comme je disais précédemment, sont l'une des causes les plus fréquentes d'asthme professionnel. Et donc, dans l'Union européenne, on a 3000 nouveaux cas au point de vue européen sur 4,2 millions de personnes exposées aux disocyanates sur leur lieu de travail. Ça peut aussi avoir des effets d'eczéma et des pneumopathies. Alors, maintenant, on va voir où on les trouve, justement. Donc, on les retrouve notamment dans tout ce qui est mastic, peinture et vernis. On va les retrouver aussi dans tout ce qui est mousse, joint, revêtement d'étanchéité, les cols, les adhésifs, les encres. À partir de là, quelles sont à peu près les activités, les secteurs concernés, justement. Donc là, on vous a fait une liste non exhaustive, justement, des activités potentiellement où on peut retrouver des disocyanates. Donc, on va parler des secteurs de l'imprimerie, de la fabrication de peinture, de vernis, d'encre et de mastic, les agences de publicité, l'enseignement, les travaux de vitrerie, maçonnerie, donc plutôt le BTP en manière générale, la fabrication de chaussures, le nautisme, l'automobile. Donc, on reviendra par la suite sur certains exemples des cas pratiques. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les trois principaux disocyanates rencontrés dans le monde professionnel, ça va être le MDI, le TDI et le HDI. Donc le MDI donc, est commercialisé sous la forme d'un liquide. Le MDI est utilisé dans la fabrication de mousse polyuréthane de structure rigide, élastomère, d'agents liants pour la bois, la peinture, l'enduit, de moule, dans les fonderies et de certaines colles. Le TDI, lui, par contre, il va permettre, donc c'est un mélange souvent d'isomères, hein, le plus souvent, et il est utilisé pour la production de mousse polyuréthane flexible. Il entre également, mais de façon moins courante, dans la composition de vernis. Enfin, le HDI, donc c'est un mélange commercial fréquemment utilisé dans de nombreuses formulations et de revêtements de peinture. Et le HDI entre essentiellement dans la composition de revêtements pour véhicules. Donc, on va le retrouver dans les apprêts, les peintures, les durcisseurs, dans les vernis, les revêtements de type polyuréthane. Donc, souvent, ces procédés pour le HDI mis en œuvre, ça va être par pulvérisation. Sur cette diapo, donc on a repris justement les principales substances chimiques qu'on rencontre. Donc, je vous ai fait un code couleur où justement vous allez revoir en vert la substance, le TDI, en jaune le MDI et en bleu le HDI. Et donc, vous avez trois colonnes. Donc, la colonne de gauche, c'est celle concernant tout ce qui est substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques de catégorie 2. Donc, c'est les catégories qui sont suspectées cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques pour l'homme. Et aussi qui sont SS pour sensibilisants cutanés et SR pour sensibilisants respiratoires. Colonne du milieu, on va identifier justement les substances qui sont à caractère sensibilisant cutané et respiratoire. Et sur la colonne de droite, on va retrouver la substance justement qui est considérée cancérigène, mutagène, reprotoxique de catégorie 1A, c'est-à-dire avérée pour l'homme, ou 1B, présumée pour l'homme, et de caractère sensibilisant cutané et respiratoire. Donc, ce qu'on peut revoir, c'est justement que ce que je vous ai mis en code couleur, l'information la plus importante à retenir, c'est que quand même, que ce soit le TDI, MDI et HDI, ça représente environ 94% de la quantité totale d'isocyanate fabriquée ou importée en Europe. Concernant les secteurs d'activité, on les a vus précédemment, ils sont nombreux. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les entreprises qui utilisent le plus potentiellement de diisocyanate, ce sont notamment nos TPE, qui représentent 81,5% des entreprises justement impactées par l'exposition d'isocyanate. Et j'irai plus loin en disant que ça représente 80% dans les services de santé d'une manière générale, 80% de nos entreprises correspondent à des TPE. Donc maintenant, nous allons voir comment les identifier.
Merci Laurent. Donc, vous connaissez maintenant ce que sont les diisocyanates. Vous connaissez la réglementation et ses obligations. Mon collègue vient de vous présenter les secteurs dans lesquels on peut les trouver et les effets sur la santé. La question se pose, est-ce que vous êtes concerné et comment vous pouvez faire dans votre entreprise pour identifier les diisocyanates? Ce que vous avez sur cette slide, c'est les principaux dissociantes, hein, MDI, TDI, HDI, ainsi de suite, avec le numéro CAS. C'est le numéro qui est utilisé au niveau international pour identifier une substance chimique sans ambiguïté. Donc, vous pouvez noter ces numéros CAS correspondant aux dissociantes les plus utilisés. Pour aller plus loin, vous devez passer par l'étiquette, mais la plupart du temps, il faut vraiment passer par la FDS. La FDS, c'est la fiche de données de sécurité qui doit accompagner tout produit chimique quand il rentre dans une entreprise. Le fournisseur ou le fabricant a une obligation de vous la donner en français. Et donc, dans cette FDS, vous allez à la rubrique numéro 3 et il y a trois manières d'identifier le diisocyanate. Le plus simple, hein, vous cherchez dans les substances qui composent votre produit le terme d'isocyanate de quelque chose ou quelque chose d'isocyanate. C'est ce qui est le plus simple. Maintenant, si on veut être précis, comme je l'ai dit, vous devez utiliser le numéro CAS qui identifie chaque substance. Vous avez les numéros CAS des 10 océans les plus utilisés, hein, ils sont 5. Et vous regardez dans les FDS, dans la rubrique 3 où les substances chimiques sont décrites. Et à chaque fois, à côté de chaque substance chimique, il y a le numéro CAS. Et vous essayez d'identifier si ce numéro CAS correspond à un des 10 océanates les plus utilisés. Et dernière approche, ça c'est pour les initiés, ceux qui sont à l'aise, c'est ils peuvent vérifier, car il y a peut-être d'autres isocyanate ou il y aura peut-être des nouveaux, ils peuvent vérifier à partir des numéros CAS identifiés, toujours la rubrique 3 de leur produit, si sur le site de l'ECHA ou de l'ECA, cette substance est un isocyanate. Mais ça, c'est vraiment pour ceux qui sont avancés. Pour les premières approches, c'est regarder sur l'étiquette ou dans la FD sur le numéro 3 s'il y a le terme d'isocyanate dans les substances ou regarder à travers le numéro CAS. Nous pouvons très bien comprendre que certaines entreprises ne vont pas être à l'aise avec cette approche et le service de prévention et de santé au travail peut vous aider dans cette démarche. Ce dont nous, on a besoin, c'est d'avoir les fiches de données de sécurité à jour, de performance moins de 3 ans. Et nous pouvons vous aider à identifier la présence de diisocyanate dans votre entreprise. Du coup, est-ce que vous êtes concerné par la réglementation qui a été présentée par ma collègue? Et aussi, on peut vous aider à interpréter au niveau de notre connaissance quels sont les risques pour votre entreprise en regardant votre processus, les substances utilisées, la manière dont vous les utilisez. Ce que vous avez ici, c'est un exemple de ce qu'on peut faire pour vous. On a des outils qui permettent de traiter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, voire milliers de produits en même temps à partir des fiches de notre sécurité. Et avec nos outils, on peut identifier rapidement, et là c'est un exemple, hein, dans une mousse de montage PU 500 ml, est-ce qu'il y a des diisocyanate ou pas? Avec nos outils, on peut rapidement identifier. Là, effectivement, hein, il y a le 4,4 méthylène diphényl disocyanate, hein, le MDI le plus utilisé, qui est présent dans cette mousse, en plus un pourcentage de 10-20%. Ce n'est pas en dessous de fameux 0,1% cité dans la réglementation. Et donc, à partir de nos outils, les services de prévention de santé au travail peuvent vous aider à identifier si vous êtes concerné ou non par la réglementation. Et nous pouvons passer à la slide suivante. Merci. Euh, on est passé un peu trop vite. Cette partie, merci. Merci. Je vous propose maintenant de voir quelques cas pratiques sur comment, dans un premier temps, on identifie si des diisocyanates sont utilisés dans votre entreprise et quels sont les moyens et les mesures de prévention. Vous avez fait ici l'exemple d'une imprimerie, on va l'appeler XXX, hein, sans donner de nom.
qui a deux technologies, le offset et la flexographie. En regardant les différents produits qui sont utilisés, on trouve qu'elle utilise des encres solvantées, des encres acryliques et des encres photoréticulables polyuréthane. Déjà, le thème polyuréthane devrait nous mettre la puce à l'oreille. Vous vous rappelez où est-ce qu'on trouve les diisocyanates, principalement dans les résines PU, les résines polyuréthane. Donc, peut-être il y a des diisocyanates. En allant plus loin, en évaluant les risques dans cette entreprise, on regarde l'exposition, est-ce qu'il y a une exposition à ces substances, et on identifie que lors de la maintenance, lors du nettoyage, lors de l'alimentation en encre des machines ou lors de la gestion des déchets, les salariés peuvent être en contact avec ces substances. Il reste toujours la question, est-ce qu'il y a vraiment des diisocyantes? Euh, Lors des consultations des salariés par les médecins, on identifie une pathologie, hein, eczéma de la main, et en faisant le test épicutané, on observe ben, une réaction positive au MDA, test qui est spécifique au MDI qui est un disocyanate. Donc, à travers la consultation faite par les médecins ou à travers l'évaluation des risques, on arrive à identifier que cette imprimerie est concernée par cette réglementation, car oui, elle utilise, en regardant dans la FDS, elle utilise du MDI, hein, le disocyanate de diphénylméthane. Et donc, une démarche de substitution a été mise en place. Euh, un autre exemple, ici, on est dans une entreprise qui construit et répare des bateaux type pointu. Euh, Là, cette fois, c'est le code NAF, qui est celui de la construction des bateaux de plaisance. Et comme vous avez vu présenté par mon collègue, bah, c'est un secteur dans lequel on, on pourrait être exposé aux diisocyanate, on pourrait utiliser des diisocyanate. En faisant la liste des produits utilisés, on tombe donc sur une base durcisseur, sur des solvants pour mettre les outils, sur l'après, sur la peinture, sur les vernis, sur des colles, sur des joints d'étanchéité, après il y a des aérosols, et ainsi de suite. Rien qu'en regardant les produits, certains d'eux pourraient contenir des diisocyanates, comme mon collègue vous l'a dit. Là, cette fois, c'est le service santé au travail qui a utilisé ces outils pour analyser l'ensemble des produits. Il y avait 55 produits. À partir des FDS, donc à partir de la composition de chaque produit, on a pu remonter à la présence de diisocyanates et il y en avait 8 de ces produits qui contenaient des diisocyanates. Et cette fois, pas que le MDI le plus commun, mais aussi de l'HDI ou du TDI. Donc, vous avez vu comment à travers l'évaluation de chimique ou l'emploi des outils d'analyse qu'on a ou la consultation médicale, on peut remonter à l'identification de la présence des diisocyanates. Maintenant, quels sont les moyens et les mesures de prévention? Bah, ce sont les mêmes que pour toute substance chimique, hein. Les diisocyanates, ce sont des agents chimiques dangereux. Donc, du point de vue de la réglementation, on applique la même procédure. Donc, première phase, c'est l'évaluation du risque chimique, donc à travers l'analyse des produits chimiques via les FDS. Si on a identifié les diisocyanates, comme vous connaissez, toutes les pathologies qu'ils ont, ma première phase, c'est est-ce qu'on peut les substituer par d'autres substances moins dangereuses? Et si on ne peut pas les substituer, ben, on doit adapter les procédés pour limiter l'émission des vapeurs d'aérosol. Vous vous rappelez, c'est des substances qui sont très lourdes, donc peu volatiles. Afin de limiter l'exposition par inhalation, ben, il faut limiter ou la température ou la création d'aérosols. Après, si ce n'est pas possible, réduire le temps d'exposition. Donc, dans le processus, essayer de réduire le temps où ces substances sont mises à l'air et sont utilisées. Important, signaler la zone où sont utilisés les diisocyanates pour éviter la contamination par transfert ou des gens qui ne les manipulent pas ou ils ne sont pas formés à leur manipulation, ils ne connaissent pas les risques, bah, qui s'exposent. Maintenant, il y a la réglementation qui vous oblige à former les salariés à l'utilisation sur des diisocyanates. Et un dernier recours et un complément, c'est l'utilisation des équipements de protection individuelle
Pour les gants, attention, il est préférable le polymère butyl au nitrile. Lunettes de sécurité écran facial s'il y a un risque de projection. Et masque respiratoire muni d'une cartouche A2P2 à minima s'il y a bien sûr émission de disocyanate. Et ne pas oublier bien sûr les règles d'hygiène, toujours pour limiter aussi le transfert hein, de ces substances. Je vais passer maintenant la parole à ma collègue qui va présenter comment votre service de prévention et de santé au travail peut vous accompagner dans cette démarche. Merci Cosmine. Donc, comment votre service de prévention et de santé au travail peut vous accompagner? Donc, on peut vous accompagner grâce à nos bases de données où on peut identifier les adhérents concernés. Vous avez vu un exemple tout à l'heure. Et à partir de là, bien sûr, informer ces adhérents. On peut aussi, avec le suivi de santé des salariés en cas d'exposition aux isocyanate, donc adapter ce suivi, évidemment. Et puis, les entreprises peuvent nous transmettre leurs fiches de données sécurité. On a des outils pour pouvoir analyser ces FDS et identifier s'il y a présence de disocyanate. Et à partir de là, vous accompagner à l'évaluation de votre risque chimique et vous aider dans la mise en place des actions de prévention à mettre en place. Donc, on vous propose de vous rapprocher simplement de votre service de prévention de santé au travail pour connaître les outils mis à votre disposition. Et vous pouvez aussi vous rapprocher de votre service de prévention en santé au travail pour savoir si votre service a mis en place un référent pour les 10 isocyanates et peut vous proposer la formation de vos salariés qui seraient concernés. Donc, dans la réglementation, en fait, il y a 3 niveaux de formation. Euh, pour les diisocyanates. Donc, vous avez un niveau 1 qui est une formation générale qui va être donc pour les salariés utilisateurs de ces diisocyanates. Vous avez une formation de niveau 2 intermédiaire, donc elle va être plus pour les encadrants. Et la formation avancée du niveau 3 là, c'est pour des formations spécifiques dans l'utilisation de d'isocyanates. Donc là, on vous propose de vous rapprocher du formateur pour connaître si vous devez faire cette formation de niveau 3. Donc en conclusion, donc votre service de prévention de santé au travail peut ainsi identifier les diisocyanates peut vous accompagner effectivement à la prévention du risque chimique pour ces 10 isocyanates. Et certains services de santé au travail peuvent former, donc peuvent vous proposer cette formation sur la manipulation des 10 isocyanates. Voilà, donc le plus simple, c'est de vous rapprocher de votre service de prévention et de santé au travail. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à nos intervenants. Donc, avant de passer aux questions donc, de nos spectateurs, je vous rappelle que vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire ainsi que le support de présentation d'ici quelques jours sur notre site internet présence-pacacorse.org. Donc, c'est dans la rubrique ressources, hein. Il suffit de filtrer par type de document webinaire. Et donc, nous allons maintenant passer à vos questions. Donc, une première question peut-être sur la réglementation. Est-ce que l'un de nos intervenants peut préciser en fait pourquoi il y a ce seuil de 0,1% pour les formations en fait, des produits qui doivent contenir plus de 0,1% de d'isocyanates? Euh, que je réponde par rapport à la réglementation. Donc, on sait aujourd'hui qu'en fait, au niveau réglementaire, tout ce qui est sensibilisation respiratoire 1A, 1B, ils sont classés à partir du seuil de supérieur à 0,1%. Donc, on passe que c'est ce seuil en fait de classement des mélanges qui a amené la réglementation à mettre ce 0,1%. D'accord, très bien. Euh, Dans les questions qui ont été posées,
Il y avait une demande d'avoir plus d'informations sur le test MDA, peut-être un peu des précisions. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Je vais essayer d'amener des éléments de réponse, car là, il s'agit d'un test qui est fait lors de la consultation médicale. Il fait partie des tests qui sont faits afin de déterminer quel est l'allergène, donc quelle est la substance chimique à laquelle la personne est allergique. Pour en savoir plus, bah, interrogez votre médecin. Mais le principe, c'est pour les allergies cutanées, par exemple, car là, il s'agissait d'une allergie cutanée, on met des substances en très faible concentration qui sont ou des allergènes ou des substances qui ressemblent à des allergènes pour voir à laquelle le patient réagit. La concentration, elle est très faible justement pour ne pas avoir une réaction allergique grave. Et ainsi, on peut identifier lors de ce test à quoi on est allergique. Voilà le principe du test. Après, si vous voulez avoir plus de détails, c'est votre médecin qui pourra vous les donner, mais le principe, c'est celui-là. Ok, très bien, merci beaucoup. Il y avait également une question pour avoir peut-être des pistes en matière de substitution. Ok, je peux en parler quelques éléments de réponse car la substitution, c'est plutôt un projet à part entière. Ça veut dire qu'il faut identifier quelles sont les performances qu'on cherche du produit. Est-ce que c'est une résistance chimique? Est-ce que c'est une résistance dans le temps? Est-ce que c'est une résistance aux UV? Est-ce que c'est une résistance en traction, en friction, en abrasion, ainsi de suite. Donc, d'abord, pourquoi vous utilisez cette substance? Et une fois que vous les avez identifiés, vous consultez vos fournisseurs pour des alternatives, vous faites des tests comparatifs et vous validez si le nouveau produit fonctionne. Maintenant, pour donner quelques éléments pour les précis, pour les diisocyanates, comme les polyuréthans sont des polymères qui ont des très bonnes propriétés et un très bon rapport qualité-prix, euh, pour limiter l'exposition aux diisocyanates, vous pouvez plutôt utiliser ce qu'on appelle les PAPI. Ça veut dire que je n'ai pas l'isocyanate dans sa forme pure, mais il est déjà un peu prépolymérisé. Donc, c'est plusieurs isocyanates collés ensemble, ce qui font que la molécule est encore plus grosse, donc moins volatile, ce qui limite l'exposition. Et je peux la diviser par 2, par 3, par 5, ainsi de suite. Voilà une des pistes. Mais en fait, la substitution va être différente d'une imprimerie, d'une encre d'imprimerie, que ce soit d'un joint d'étanchéité dans un bateau ou d'une peinture dans une carrosserie. Chacun cherche des propriétés différentes, donc pour chacun, la substitution va être différente. Donc, c'est au cas par cas. Maintenant, si vous voulez vous engager dans un projet, bah, contactez votre service de prévention de santé au travail. Lui, il aura des gens qui pourront vous accompagner et qui pourront vous aider comment faire la substitution pour votre substance. Ok, très bien, merci beaucoup. Euh, il y a plusieurs questions sur les valeurs limites d'exposition professionnelle. Donc déjà, savoir qui peut effectuer des mesures de valeurs limites d'exposition professionnelle. Et ensuite, qu'en est-il de la réglementation en cas de ces valeurs, en cas de dépassement de ces valeurs? Est-ce que ce sont des valeurs réglementaires contraignantes ou indicatives? Est-ce que l'un de nos intervenants peut, déjà pour savoir qui peut effectuer les mesures de valeur limite d'exposition professionnelle? Normalement, ben, ces valeurs doivent être mesurées par un organisme agréé. Donc voilà, vous avez des listes hein, de ces entreprises qui peuvent donc faire des mesures. Nous, on peut, mais nous ne sommes pas un organisme agréé. Voilà, donc si c'est des valeurs réglementaires, vous devez effectuer ces mesures par un organisme agréé. Voilà. Et quant à savoir qu'est-ce qui se passe en cas de dépassement de ces valeurs, est-ce que du coup ce sont des valeurs contraignantes ou indicatives? Donc c'est des valeurs réglementaires et donc en cas de dépassement, de toute façon, il faut mettre en place des mesures de prévention pour réduire l'exposition de ces valeurs. Donc, soit mettre des ventilations, normalement, mettre des mesures de, de protection collective pour réduire l'exposition à ces valeurs. On va repartir sur les 9 principes généraux de prévention, Oui, d'une manière globale.
Je peux amener privilégié. quelques compléments. Actuellement en France, je viens de vérifier, elles sont indicatives, ce qui veut dire que lors de l'évaluation du risque chimique, si vous démontrez lors des mesures faites que l'exposition elle est faible, vous n'avez pas l'obligation de les vérifier tous les ans. Mais maintenant, ce qui va se passer en 2028, quand la valeur européenne va être mise en place, ça, on ne le sait pas. Comment elle va être transcrite dans la réglementation française, si elle va rester indicative ou si vous aurez l'obligation de la vérifier tous les ans, ça reste à voir. Mais pour l'instant, il faudrait, lors de l'évaluation du risque chimique, faire une mesure et si elle est dépassée, bah, comme mes collègues l'ont dit, bah, il faut mettre en place des mesures et démontrer qu'on a mis en place des mesures pour abaisser cette valeur en dessous de la VLP. Et si elle est largement en dessous et le processus ne change pas, l'employeur peut dire que, bah, il a fait l'évaluation de risque, il est dans le cas d'un risque faible pour cette substance-là. Et tant que son processus ne change pas, il n'y a pas de raison que l'exposition augmente, donc il n'y a pas de raison de la vérifier tous les ans, si ma mémoire est bonne pour les valeurs indicatives. Eh bien, merci beaucoup. Une question, alors, est-ce que l'utilisation des PAPI, PAPI, impose la formation? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Euh, oui, parce que ça reste des diisocyanates. La seule différence, c'est que la molécule est beaucoup plus grande. Mais à la fin, j'ai toujours, si vous vous rappelez du dessin, j'ai deux terminaisons isocyanates pour pouvoir faire mon polyuréthane. Et la réglementation, si ma collègue a mis le texte, hein, vous pouvez le consulter, elle ne spécifie pas à partir de quelle taille ce n'est plus un diisocyanate, tant que c'est un diisocyanate. Donc j'ai une molécule qui a ces deux terminaisons, et ces terminaisons qui sont réactives, comme mon collègue l'a précisé. euh, le, c'est, c'est même à l'inverse, c'est pas la formation, c'est plutôt une restriction d'emploi. Donc, vous ne pouvez pas les utiliser. Et, et si vous voulez les utiliser, bon, vous avez l'obligation de former les gens. La différence et l'avantage pour vous, c'est que la probabilité d'apparition d'une pathologie ou le risque, il est plus faible. Parce que vous utilisez une substance qui a moins d'effet. Mais la formation à l'utilisation, elle est obligatoire car l'effet sur la santé, il existe. Sauf qu'il est plus faible. Merci beaucoup. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Est-ce que je laisse peut-être encore quelques instants aux participants? Si vous voulez poser encore une question, n'hésitez pas, profitez-en. Non. Alors en tout cas, comme vous l'ont rappelé nos intervenants, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de prévention et de santé au travail, hein, pour savoir quels sont les outils qui sont mis à disposition. Alors il y a une question. euh, Bonjour, si présence, alors d'isocyanate uniquement. Alors je ne sais pas si les intervenants arrivent à lire, parce que du coup je prononce peut-être pas très bien, parce que c'est D apostrophe isocyanate. Je ne sais pas s'il vous faut des précisions, parce que la question est peut-être pas assez claire. Ou est-ce Ouais, que vous je comprenez? crois que je vois sa question si la substance n'est pas un diisocyanate, mais seulement un isocyanate. Donc, il n'y a qu'une seule molécule. Bah, disons que la réglementation ne s'applique pas car la réglementation est spécifique au diisocyanate. Donc, il faut qu'il y en ait deux. Maintenant, les effets sur la santé présentés par mon collègue, ils sont valables, hein. C'est surtout la fonction isocyanate qui va créer bah, tous ces allergies, l'asthme, ainsi de suite. Qu'il y en ait une, qu'il y en ait deux, l'effet sur la santé reste le même. Donc, disons, il n'y a pas d'obligation réglementaire il n'y a pas de limitation à l'emploi pour un isocyanate, donc il n'y aura pas non plus l'obligation de former les salariés à l'utilisation des substances. Mais tout ce que mon collègue a présenté sur les effets sur la santé, c'est valable. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous rappelle que donc, vous aurez le replay et le support d'ici quelques jours sur notre site internet présence-pacacorse.org. Quand vous allez vous déconnecter de ce webinaire, vous allez avoir un petit questionnaire de satisfaction qui prend moins de 5 minutes pour y répondre, hein. Donc, merci beaucoup de prendre ce temps. Ça nous permettra de nous améliorer pour les prochains webinaires.
Et il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée. Merci aux intervenants et merci à vous tous pour votre participation. À bientôt.